Bonjour et merci d'être là. Et je suis désolé d'être que à moitié là ou au quart là, mais de penser tout à fait. Et donc, j'aurais bien aimé participer un petit peu avant pour me mettre dans l'ambiance et dans le bain. Mais on va faire notre possible pour que ce soit assez interactif. Donc, je vais introduire direct en mettant mon PowerPoint. Voilà, partager l'écran, il est où? Il est là. Voilà, et je dois donc présenter au regard des droits culturels, j'ai renversé un petit peu votre schéma, nos pratiques de médiation. Pourquoi au regard des droits culturels? Parce que c'est le regard des autres. Ah, où est-ce qu'il va maintenant mon truc ici? Pardon. Ah, en bas, voilà. C'est le regard des autres. C'est le regard qui dort dans les autres et qui dort en nous, avec la muse de Brancusi. C'est aussi cette enfance qui est en nous. Enfance et culture sont de même nature. Pourquoi? Parce que c'est cette puissance qui est là et qui demande à être réveillée. C'est la soif du désir, c'est la soif d'être reconnu, c'est la soif d'être touché et de toucher. Ça, c'est l'image d'un colloque qu'on a publié en 2012 sur les droits culturels de l'enfant, avec la même sculpteur, Françoise Emenegger, qui est dans la région de Fribourg. Je vous prends ces images pour entrer directement dans le vif du sujet, avec une définition simple des droits culturels, les droits d'être pleinement reconnus comme auteur de sa propre vie et de ses liens. On pourrait dire comme auteur et co-auteur, et comme acteur et co-acteur de sa propre vie et de ses liens, avec les libertés et les responsabilités qui sont inséparables. Donc on est complètement dans l'approche des droits humains, des droits de l'homme, avec l'idée que les droits culturels sont au cœur de l'ensemble des droits de l'homme. Donc nous avons une définition un peu plus précise que je donne aussi d'entrée de jeu parce qu'elle va me servir de fil rouge. Les droits culturels sont des droits, comme les autres droits de l'homme, des droits, des libertés et des responsabilités inséparables, de participer à des ressources culturelles de qualité. Des ressources culturelles, ce sont des savoirs, ce sont des saveurs. Des ressources culturelles de qualité nécessaires pour vivre tout au long de sa vie son processus d'identification. Voilà, je peux m'arrêter là, vous savez tout, mais je vais quand même un tout petit peu le déployer. Alors, dans le courant de l'intervention, n'hésitez pas si quelqu'un veut me poser une question, comment dire, quelque chose qui l'énerve ou quelque chose qui, une explication, vous pouvez déjà m'interrompre, même si on va se garder une bonne demi-heure de discussion après. Je fais d'abord un tout petit peu de grammaire politique avec un autre sculpteur ici, Jacques Bassler, qui est aussi dans la région de Fribourg. Et ici, vous avez une statue qui est au centre de la banque cantonale de l'État de Fribourg. Et ça s'appelle la question. La question, vous pouvez le prendre au sens traditionnel, si j'ose dire, de torture et de s'ouvrir par rapport aux différents déterminismes. Autrement dit, une statue qui est une image de l'émancipation dans ce qu'elle a de difficile. Mais vous pouvez aussi le prendre au sens évidemment de questions intérieures avec lesquelles on travaille, mais des questions qui ici ont une certaine dureté, et je prends la dureté dans le sens positif, c'est-à-dire qu'elles ont de l'épaisseur, elles ont l'épaisseur du temps,
elles ont l'épaisseur des matières, elles ont l'épaisseur du corps, de son propre corps et du corps des autres. Alors, juste quelques éléments de grammaire politique que je vais faire très rapidement et on y reviendra dans les questions si vous le souhaitez. Il s'agit de distinguer l'approche basée sur les besoins qui tend à supprimer des manques de celle qui est basée sur les droits humains qui renforce les capacités. Les capacités de droit, de se référer à ses droits, de revendiquer ses droits, d'aller les chercher, la capacité d'exercer ses libertés et responsabilités. En termes de politique culturelle, c'est limpide. Vous avez des politiques culturelles qui consistent à satisfaire des besoins de culture à des publics empêchés, à des publics éloignés, voire à des non-publics, ce qui est la pire injure, et une véritable politique culturelle ou une véritable politique démocratique, quel que soit son domaine, consiste au contraire à aller chercher à répondre aux soifs culturelles, aux désirs culturels qui sont ailleurs. L'idée de base d'une responsabilité, de nos responsabilités, est que nous sommes tous co-responsables de l'ignorance d'autrui. Nous sommes tous co-responsables du manque de désir et nous avons à répondre à ces droits fondamentaux. Donc, au regard des droits culturels, nos pratiques de médiation, toutes nos pratiques en général, consistent à répondre aux droits d'autrui et pour cela, il faut répondre à ses propres droits. Répondre, ça veut dire correspondre. Ça veut dire d'abord aller les entendre, aller les chercher, puis à les accompagner. Mais pour cela, apprendre. Apprendre toujours plus. Aller chercher sa propre excellence dans l'excellence des autres. L'approche sur les droits humains, donc, est beaucoup plus positive. Mais elle n'est pas plus facile, puisqu'il s'agit évidemment pas simplement d'apporter un objet à quelque chose qui manque, une activité à quelqu'un qui en serait dépourvu. Comme si quelqu'un qui vivait dans un territoire de campagne, éloigné des centres, éloigné de l'offre culturelle classique, était dans un monde sans culture, dans un désert culturel, alors qu'il peut se trouver au milieu d'une nature absolument fantastique, entouré de ressources culturelles, pas forcément bien connues, mais présentes. L'approche basée sur les droits humains est aussi une approche de complexité, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'aller chercher les droits de chacun, il s'agit d'aller comprendre comment développer des systèmes dynamiques dans lesquels les ressources culturelles sont accessibles, dans lesquels les hommes et les femmes se rencontrent. Bref, un univers où toute médiation est possible et nécessaire. La médiation, je vais la prendre ici au sens très général. Vous avez des expériences diverses et je vais le faire d'un peu loin, mais en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant qu'ami, en tant qu'époux, en tant que collègue, nous avons tous une responsabilité constante, permanente de médiation. L'approche est rigoureusement personnaliste, non pas centrée sur la personne, même si chaque personne est unique. Elle n'existe qu'en liant et déliant, en reconnaissant ces liens, en les rompant, en choisissant d'autres, en choisissant ceux qu'elle veut développer avec d'autres. Et cette approche personnaliste est assez complexe. Nous ne mettons donc pas d'abord les institutions, comme on dit, le rapport entre l'État, entre les administrations et les citoyens, entre l'État et la société civile. Non, partout, ce sont des personnes. Et nous avons chacune et chacun d'entre nous ces trois casquettes. Nous sommes des citoyens, nous sommes associés dans différents types d'organisations et nous sommes partenaires au sens privé lorsque nous allons acheter un livre dans une librairie, par exemple, nous faisons un acte commercial. Et c'est tout à fait important, ce commerce,
dans le bon sens de l'ancien français, ce commerce entre les personnes qui passe par un échange de ressources culturelles. L'approche du droit humain est ici tripartite. Vous avez d'un côté le détenteur du droit avec ses capacités, de l'autre les porteurs d'obligations, mis au singulier, mais en fait il y en a toujours plusieurs, et y compris le détenteur du droit est aussi porteur d'obligations par rapport à son propre droit, comme on le voit pour l'éducation. Un enfant à l'école, il doit apprendre à faire ses devoirs, donc avoir la responsabilité par rapport à sa recherche. Et chacun d'entre nous, nous sommes le premier débiteur de nos propres droits culturels. Mais entre le détenteur et le porteur, vous avez l'objet du droit. Dans le cas présent, ce sont les ressources culturelles. Donc nous ne sommes pas simplement dans une relation entre personnes, nous sommes dans une relation entre des personnes et toute une quantité de savoirs qui sont portés par des choses, qui sont déposées dans des œuvres, qui sont portés par une foule d'autres personnes. Et donc c'est cette relation triangulaire que vous voyez et que vous reconnaissez parfaitement dans toute médiation. Vous avez une médiation entre des personnes et d'autres personnes avec une réciprocité. Pourquoi? Parce qu'elles sont en principe égales devant la diversité des savoirs. Elles sont égales, mais dans une égale veut dire une relation de réciprocité, mais de réciprocité asymétrique, parce que les unes et les autres n'ont pas les mêmes savoirs. Donc on n'est pas simplement évidemment dans une logique seulement de transmission, on n'est pas seulement dans une logique de vulgarisation, ce qui sont légitimes également, mais nous sommes dans une logique de croisement des savoirs. Ne pas essentialiser ni les objets ni les institutions. Chaque objet ici du droit, chaque valeur culturelle échangée est sujette à interprétation et donc à interprétation partagée. Le détenteur de droit et le porteur d'obligation sont liés, on pourrait dire par une obligation commune de participation. Je prends l'exemple ici d'une ressource culturelle qui est la langue que nous parlons maintenant. Et elle est intime pour chacun, puisque c'est avec cette langue que nous exprimons nos pensées, que nous développons notre conscience, que nous tâtonnons avec des mots dans les incertitudes de tout ce que nous trouvons au-dedans et au-dehors de nous. Et cette participation à un univers qui est l'univers linguistique, qui est la maison, qui est la langue, comme une grande maison, voire comme un palais, avec ses couloirs, ses chambres, ses escaliers, ses extérieurs, qui devient un lieu de rencontre où les expressions se croisent et en se croisant se développent. Autrement dit, la relation, un droit, c'est une relation. Un droit culturel, c'est une relation entre des détenteurs de droits et des porteurs d'obligations qui sont liés par une participation à des objets communs. La langue ici est un objet commun, mais que chacun vit d'une façon originale, ou tout au moins, il a le droit de le vivre d'une façon originale. Il a le droit d'être co-auteur de sa propre langue, c'est-à-dire d'inventer des mots, d'inventer des nouvelles interprétations, d'inventer des phrases différentes, bref, de construire ses récits. Donc la notion des communs sur lesquels on développe beaucoup aujourd'hui d'analyse, c'est une vieille notion, mais qui revient sur le devant de la scène, signifie pas un collectif. Le commun, c'est intime à chacun, mais ce qui est intime à chacun a besoin d'être partagé. Nous sommes là directement au cœur de l'ensemble des droits de l'homme, parce que si vous prenez le droit à une alimentation appropriée, c'est-à-dire le droit de nourrir et de se nourrir, eh bien, vous touchez aussi un bien commun, qui est quoi? Qui est une agriculture de qualité,
un commerce agroalimentaire de qualité, un environnement écologique de qualité. Donc ici, je l'applique immédiatement et directement au droit culturel. Un commun est à la fois intime à chacun, mais pour pouvoir se développer, il est nécessaire de le partager. C'est la rencontre avec l'autre qui va permettre de développer ce que chacun a en soi d'original. C'est la soif du vis-à-vis. Ma puissance culturelle, c'est mon besoin, mon désir de toucher et d'être touché. C'est la peau. Ma culture, c'est ma peau. Ce qui me frappe ou me caresse me touche en surface et en même temps en profondeur. Une parole me touche en surface et elle peut me toucher en profondeur. Et chaque activité culturelle a cette logique, on pourrait dire, d'interface, cette logique d'intermédiation. Une langue est un lieu d'intermédiation, pas seulement de médiation entre un être et un autre, entre deux médians ou médiés, mais d'intermédiation. Parce qu'on n'y croise pas seulement la parole de l'autre, on y croise une foule de paroles, on y croise un patrimoine, un tissage de 1001 histoires. Donc, nous sommes dans toute relation à trois. Les deux partenaires qui peuvent être intimes, qui peuvent être très proches, mais il y a toujours un tiers. Et le droit culturel va développer cette participation au tiers. Alors, si vous voulez développer un peu cette notion d'approche basée sur les droits de l'homme, vous pouvez trouver sur Internet cet ouvrage, Souveraineté et coopération, ainsi qu'un autre qui en est le développement, le commentaire. Très rapidement maintenant, au sens des droits culturels dans l'ensemble du système des droits humains, vous avez classiquement deux groupes de droits. Depuis la Déclaration universelle de 1948, les droits civils et politiques qui sont de tradition libérale, ça veut dire en gros pas trop d'État, et les droits économiques, sociaux et culturels qui sont de tradition plus sociale, étatique, en disant pour développer l'éducation, pour développer la santé, pour développer l'alimentation, pour développer la sécurité sociale, il faut au contraire un État assez fort. Voilà. Et donc cette opposition droite-gauche, en gros, qui est une opposition philosophique fondamentale, avant d'être, ou en même temps qu'elle est une opposition politique, a été recentrée dans la déclaration de 1948, mais ensuite a éclaté pendant la guerre froide, c'est-à-dire en 1966, à partir de 1956, quand les pactes ont été rédigés, en 1966, quand ils ont été rentrés en vigueur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le texte de la Déclaration universelle, qui est un texte d'engagement moral politique, se transforme en deux traités internationaux ratifiés par la plupart des pays, y compris bien sûr la France. Et comme on ne pouvait pas faire un seul traité international des droits de l'homme à cause de cette division Est-Ouest géopolitique, on a fait deux traités et chaque pays est invité à ratifier les deux. Et donc, dans le traité qui nous intéresse, les droits économiques, sociaux et culturels, vous avez deux droits culturels qui sont définis, le droit à l'éducation, les articles 13 et 14, et le droit de participer à la vie culturelle. Et puis, il y a des comités qui sont chargés de les surveiller, de les mettre en forme, de les développer. Je n'en dis pas plus ici, juste pour vous indiquer que les droits culturels ont le même âge que l'ensemble des autres droits humains. Ce n'est pas une mode, c'est fondamental. Le droit à l'éducation n'avait pas été développé en tant que droit culturel, au moins dans les mots convenus, parce qu'on mettait l'accent sur l'éducation nationale.
Et la différence, c'est que le droit à la diversité culturelle dans l'éducation, ça faisait grincer un peu, notamment en France, comme vous le savez bien. Et donc, le grand changement de paradigme, c'est symboliquement 2001, la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Pourquoi? Parce que jusque-là, la diversité culturelle était considérée comme dangereuse, comme du relativisme culturel, comme dire, du relativisme par rapport même à la démocratie, du relativisme par rapport à la suprématie de la science universaliste et du relativisme, voire du traditionnalisme par rapport au grand libéralisme du marché. En 2001, les États officiellement conviennent que la diversité culturelle n'est pas un frein au progrès, n'est pas un frein à l'universalité, je reviens, ça bouge tout le temps ce truc-là, n'est pas un frein à l'universalité, mais au contraire en est sa ressource. Voilà. Et c'est dans les chemins de la diversité culturelle, les différentes formes de diversité culturelle, qu'on va trouver et composer peu à peu, mais passionnément, des fragments d'universalité. C'est complètement différent. La déclaration va donner lieu à une convention en 2005, mais qui a été restreinte essentiellement au commerce, aux protections, à la diversité des expressions culturelles. Et on n'y parle plus de droit culturel. Le principe, cependant, est affirmé, le principe de la protection entre diversité et droit culturel. Entre l'universalité des droits de l'homme et la diversité culturelle, l'interface, ce sont les droits culturels, c'est-à-dire les droits de participer à une grande diversité de ressources culturelles. Une petite exception au Conseil de l'Europe, nous avons pu créer un outil juridique qui est la Convention cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Et c'est la première fois qu'est apparu le droit de participer au patrimoine culturel en tant que droit individuel, en tant que droit culturel proprement dit, au-delà des différentes conventions, notamment celle de l'UNESCO, qui protègent les patrimoines culturels. Ici, on ne protège pas seulement les patrimoines, bien sûr qu'on les protège, mais c'est au regard des droits de chacun. En ce qui nous concerne, depuis 1997, nous avons développé un premier projet de déclaration des droits culturels, après déjà plusieurs années de travail. En 2007, nous avons développé un deuxième projet et nous l'avons déclaré comme un texte qui est sorti dit de la société civile en déployant les 8 droits culturels. Vous l'avez donc étudié hier. Nous avons pu, en 2009, après 4 ans de travail, participer au comité qui, aux Nations Unies, développe les droits culturels et qui a développé son observation générale qui reprend une très grande partie des thèmes de la déclaration de Fribourg. Et en 2009, nous avons aussi participé à la création d'un mandat d'expert indépendant dans le domaine des droits culturels, c'est-à-dire quelqu'un qui a la mission pour les Nations Unies d'aller enquêter sur le droit culturel et de continuer à développer des expertises dans ce domaine. Enfin, pour la France, vous savez ce qu'il en est, le développement de la loi NOTE, de la création architecture et patrimoine, et grâce notamment à notre partenariat avec Réseau Culture 21, le développement de beaucoup d'initiatives dont vous êtes aujourd'hui témoins. Voilà pour cette introduction un peu grammaticale. Vous voyez, grammaire, c'est une belle chose, la grammaire, puisque c'est un jeu entre les mots où les verbes ont le plus d'importance. Nous ne parlons pas de la culture en général, mais nous parlons de l'action de cultiver et de se cultiver. Et c'est ce dont je veux parler maintenant avec ce cercle des couleurs d'Augusto Giacometti, qui est un des oncles de Giacometti que tout le monde connaît. Et ce cercle chromatique
qui va être une figure qui va nous accompagner dans la suite de l'itinéraire. Avec cette formule de Philippe Fontaine, c'est un écrivain qui a fait un très beau livre sur la culture, très instruit, très documenté. La culture s'oppose à quelque chose, comme à l'inculture, sinon elle ne signifie rien. Donc on est là dans une approche très normative, puisqu'on est en droit de l'homme. On n'est pas du tout dans un relativisme culturel qui consisterait à penser que chacun peut penser ce qu'il veut, exprimer ce qu'il veut, etc. Oui, il y a cette liberté. Mais cette liberté demande une instruction. Une liberté culturelle, c'est une liberté instruite. Alors, comment diable une liberté peut-elle dépendre d'une instruction? Ce n'est pas difficile de le saisir dans chacun des domaines. Il faut apprendre à parler pour avoir la liberté de parler. Il faut apprendre à dessiner. Apprendre à dessiner, ce n'est pas forcément suivre une école absolument contraignante. Ça peut être aussi apprendre par soi-même, apprendre par sa maman, son cousin, son oncle, ou que sais-je. Mais il faut apprendre surtout à observer, apprendre de la nature, apprendre des choses, se laisser éblouir par les couleurs, mais chercher partout des maîtres, dans les objets comme dans les êtres humains, dans les situations comme dans les histoires, chercher des maîtres qui nous permettent d'acquérir une maîtrise. Il n'y a pas de liberté sans maîtrise. Il n'y a pas de liberté, veux-je dire, accomplie, de développement de liberté sans développement de diverses maîtrises. On apprend à être libre comme on apprend à aimer. Donc, il faut avoir le courage de parler de pauvreté culturelle, non pas de désert culturel comme on dit, sauf si on est, et même quand on est en situation de très grande pauvreté, ce n'est pas un désert, mais ce sont des ressources culturelles qui sont méprisées. Ce sont des personnes qui sont amputées de leurs moyens d'accéder aux ressources culturelles. Ce sont des personnes qui sont désœuvrées, c'est-à-dire qui n'ont pas de contact avec des œuvres riches. Un homme pauvre, disaient des militants d'ATD Quart Monde, un homme pauvre est un homme qui n'a pas l'occasion d'avoir des objets riches dans les mains. Et donc, ils se sentent comme incapables, ils sont considérés comme incapables de participer à une création commune. Bref, ils se sentent sans référence digne, sans référence, sans capacité d'être reconnus. Ils sont humiliés. Ils risquent d'être violents sur lui-même ou sur les autres parce qu'il subit cette violence de l'humiliation. La thèse ici est que dans le langage courant, on va considérer que la culture, c'est ce qui vient après, parmi les besoins dits non essentiels, alors qu'en réalité, elle est centrale à toute chose. Mais de quelle culture on parle ici? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la gravité de cette pauvreté? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas non plus que les violences sont des défauts de culture? Des gens qui sont mal avec eux-mêmes, qui ne se supportent pas, qui n'ont pas de référence culturelle d'ouverture. Pourquoi ne voit-on pas à quel point les migrations bousculent toutes les pauvretés culturelles molles, satisfaites, violentes? Voyez ce que c'est qu'une pauvreté culturelle molle. Ce sont des gens qui sont satisfaits de leur savoir. Eh bien, parce que nous avons cette ambiguïté de la culture au sens étroit. Et pourtant, si je prends cette formule de Danielle Salnave, écrivaine, dans ce beau livre, Le don des morts, où elle parle de littérature, de ce que les écrivains nous ont laissé, ce qui sépare un homme cultivé d'un homme qui ne l'est pas, ce n'est pas seulement la possession d'un bien, c'est un chemin qui n'a pas été parcouru, un travail qui n'a pas été fait mieux, c'est un lien qui n'a pas été noué avec le monde, car la nature n'est pas seulement un trésor de connaissances et de jouissances. La culture est ouverture au monde, arrachement et construction de soi. Si donc la privation de culture sépare les hommes entre eux, si elle creuse entre eux un fossé, elle fait pire encore. Elle les sépare et d'eux-mêmes et du monde. Le droit culturel, c'est l'inverse, évidemment. C'est de toucher et d'être touché.
Donc, nous avons le choix entre la culture au sens large et la culture au sens étroit. Dans les politiques culturelles, et dès qu'on parle de culture, et dès qu'on parle d'acteurs culturels, on parle essentiellement des beaux-arts et des patrimoines. Et à ce moment-là, la culture est marginale. Au contraire, la définition qu'on utilise à l'UNESCO et un peu partout depuis 1982, et celle-ci, la culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Ok, on est obligé d'être d'accord avec cette définition parce que sinon, le théâtre serait marginal. On va au théâtre pour apprendre à vivre. On lit pour apprendre à vivre. On lit pour apprendre à aimer. On dessine pour apprendre à voir. On fait la cuisine pour apprendre à se connaître, mais aussi à jouir des matières, à les découvrir, à jouir de certaines communions physiques. On apprend la cuisine aussi pour apprendre à parler, pour apprendre à se toucher, pour apprendre à partager. La même chose pour le vêtement. Bref, tous les arts de vivre qui touchent aux matières, qui touchent à l'esthétique, qui touchent au langage des sens, sont liés les uns aux autres dans une grande correspondance. Mais nous avons quand même un problème, j'ai mis ici en vert, qui caractérise une société ou un groupe social, c'est que vous avez ici une définition qui est collective. Or, dans les droits culturels, on a une approche qui est personnaliste. Je n'ai pas dit individualiste, mais personnaliste. Quel est le sujet? Quel est l'objet? C'est pourquoi dans la déclaration de Fribourg, nous avons repris la même définition, mais nous l'avons plus ou moins modifiée, par lesquelles une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Autrement dit, chacune et chacun d'entre nous, nous avons une très grande diversité de références culturelles par lesquelles nous construisons, nous développons tout au long de notre vie notre processus d'identification. Je ne prendrai donc pas la diversité culturelle au singulier, mais au pluriel, parce qu'il y a une grande diversité de diversité culturelle. La première, c'est la diversité des personnes. La seconde, c'est la diversité des domaines et des disciplines auxquelles nous nous référons. La troisième, c'est la diversité des milieux dans lesquels nous vivons, au travers desquels nous circulons. Partout, il y a une diversité des personnes et une diversité à l'intérieur de chacun, une diversité des disciplines et une diversité à l'intérieur de chaque discipline, une diversité naturellement des milieux et une très grande diversité à l'intérieur de chaque milieu. Bref, au lieu de dire la culture, comme s'il s'agissait d'un sujet, en vérité, nous parlons toujours d'écosystèmes culturels extrêmement diversifiés. Les droits culturels permettent de gérer les diversités culturelles de façon instructive et constructive. Quel est le problème? Si on déploie au maximum les diversités culturelles, comme je viens juste de l'indiquer, nous risquons un éclatement. Or, il faut réussir à faire correspondre cette diversité de valeurs. Et là interviennent les droits culturels en tant que rapport entre tout ce qui fait diversité, entre tout ce qui fait ressources culturelles. Ici, vous avez une autre définition de l'UNESCO, celle de la déclaration de 2001, reprise dans la Convention, qui est extrêmement parlante. Une activité est culturelle dès lors qu'elle ne se réduit pas à une production, mais contribue à la communication en tant que porteuse d'identité, de valeurs et de sens. Je vais développer donc maintenant cette notion d'identité. Ça va jusqu'à présent? Je suppose, sinon vous m'interrompez, vous me dites. On peut juste te demander, Patrice, Oui. quand tu tripotes ta souris, ça fait beaucoup de bruit dans le micro. Pardon. Alors oui, il faut dire les écouteurs. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des petits voilà, c'est ce bruit-là. D'accord. Alors je vais essayer comme ça, à moins que ce soit cet écouteur qui embête aussi, mais si je le mets dans la... Voilà. Ça va mieux comme ça, mais c'est moi qui... C'est ce truc que je dois sortir. Ça a l'air d'aller. Ça va mieux?
Alors, merci, n'hésitez pas encore. Je reprends Augusto Giacometti. Et je veux déployer ici la notion d'identité d'une façon un peu rapide, mais juste pour vous en montrer la logique dialectique. Nous nous référons, pour construire notre identité, à des valeurs universalistes, puisque nous nous référons à la matière, nous nous référons à l'eau, au sable, nous nous référons à l'âge, au sexe, au genre, nous nous référons au sang, nous nous référons à la vie, à la mort, à la naissance. Donc ceux qui pensent que le droit à l'identité, c'est le droit à la différence, n'ont pas vu que nos premières références d'identité sont des références de type universel avec lesquelles nous avons tous à conjuguer. Et donc chacun et chacune d'entre nous, nous vivons de façon singulière cette approche particulière de notre âge, de nos amis, par rapport à l'amour, par rapport à la tendresse, par rapport à la souffrance, par rapport à la nature, etc. Et chacune et chacun d'entre nous, nous avons à composer une identité entre une très grande diversité et en même temps à faire quelque chose d'identique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine consistance, à pas vivre simplement dans la dispersion, mais à trouver ce qui fait un même au fond de soi et que l'on peut partager. Autrement dit, nous pouvons développer une identité riche en fonction de la diversité de références que nous pouvons saisir. Mais en même temps, la question qui je suis n'est pas pensable sans la question qui es-tu, qui je suis par rapport à toi, qui tu es par rapport à moi, qui sommes-nous tous les deux par rapport à ce livre, par rapport à ce film, par rapport à ce paysage, par rapport à cette détresse, par rapport à cette guerre, par rapport à cette famille. Et donc, qui je suis implique qui tu es, qu'est-ce que j'ai en propre et que je peux partager. Nous avons donc ici une troisième dialectique. Vous avez des gens qui peuvent être plus individualistes, d'autres qui préfèrent être beaucoup plus avec d'autres, très sociaux, comme on dit. Et chacun d'entre nous, nous avons à trouver tout au long de notre vie notre situation par rapport à ces deux pôles, notre approche propre. De même que notre singularité entre l'universel et le particulier, de même que notre richesse, notre composition entre l'un et le multiple. Mais vous avez naturellement une quatrième, au moins, opposition entre le passé et le futur. L'identité, ce que j'ai reçu, ce passé, c'est ce qui est là. Nous sommes ici des êtres du passé. Pourquoi? Parce que nous avons un passé qui rend fort, plus ou moins, notre présent et qui rend possible d'envisager du futur. Le temps présent, ici, n'est pas simplement un espace évanescent entre quelque chose qui n'est plus et quelque chose qui n'est pas encore. Comme écrivait saint Augustin dans ses Confessions, le passé, c'est quelque chose qui est déjà là, qui est accumulé, qui construit notre corps, qui construit notre mémoire individuelle, aussi bien que notre mémoire collective. Et donc ce déjà-là, s'il est vivant, si nous avons la chance de le connaître, si nous pouvons vivre ce droit culturel qui est le droit à travailler nos mémoires, eh bien, il permet d'envisager et de rendre présent un autre déjà-là, le déjà-là qui vient, celui de demain et d'après-demain, et de plus tard encore pour les générations qui viennent, à savoir celui-là que nous avons en partie dans la main pour le préparer. Autrement dit, le présent est un présent composé d'un déjà-là passé, d'un déjà-là qui vient, et pour le réaliser, ce présent, nous avons besoin de le partager, de nous l'offrir dans ce grand travail de présence qu'est l'attention. Vous avez ainsi trois sens du présent, ce sens temporel, ce sens d'attention
et ce sens de cadeau échangé. Est-ce que c'est pas ça, une identité? La présence d'une entité, de quelqu'un qui sait écouter, de quelqu'un qui sait, dans la médiation, partager différentes présences, la présence de là ou des personnes auxquelles il s'adresse, sa propre présence inquiète, attentive, et la présence qu'il peut découvrir dans une œuvre, dans un récit, dans un environnement. Cette composition de présence, eh bien, la richesse d'une identité active, d'une identité qui cherche avec avidité les ressources partout où elle peut les trouver. Partout, ça veut dire dans des territoires, mais des territoires qui ne sont pas simplement des endroits fermés, des lieux administratifs, des territoires qui sont en réalité des espaces de liberté, mais des espaces habités. Nous constituons notre identité comme notre corps, comme notre peau, à savoir cette maison, avec un dedans et un dehors, avec une intimité, mais qui se partage selon les cas, selon les invitations, selon les affinités, selon les libertés. Et donc notre identité est hospitalière. Pourquoi? Parce que plus nous découvrons la musique ou la danse ou la peinture ou l'amitié ou le voyage, plus nous avons envie d'en chercher d'autres, de chercher d'autres praticiens, en quelque sorte, de ces mêmes valeurs et ressources culturelles. Mais encore, ici, une sixième dialectique. Pourquoi? Parce que toutes ces ressources ont ceci de particulier qu'elles sont à la fois abondantes et rares. Il y a autour de nous des ressources culturelles infinies. Allez dans une forêt, vous avez de l'infini sous les pieds, vous avez de l'infini au bout des doigts, vous avez de l'infini devant les yeux, vous avez de l'infini qui frappe vos oreilles partout. Mais en même temps, nous avons la rareté de notre attention. Notre attention est fragile et il faut l'économiser. Et là, vous avez véritablement une économie de, comment dire, de la présence culturelle. Nous avons besoin de trouver une façon de choisir. Choisir, c'est aussi éliminer, c'est un risque. On est bien dans la logique du choix, d'une écologie, où il faut choisir ses valeurs. Alors, vous voyez un petit peu la logique de cet espace de droit, de cet espace de conscience et de confiance qui crée, qui développe en nous un espace blanc. Pourquoi un espace blanc? C'est là où nous nous demandons, mais entre ces pôles opposés, où est-ce que je me situe? Où est-ce que tu te situes, toi, qui es devant moi? Qu'est-ce que nous pouvons partager entre personnes, communautés, passé, futur, unité, multiplicité? Cet espace de la conscience, c'est l'espace du choix, où je me demande que faire. Et vous pensez bien que cet espace de conscience est d'autant plus développé qu'il est instruit, c'est-à-dire que nous avons accès à des ressources culturelles. Cet espace de conscience est le vice d'un espace de confiance. C'est parce que d'autres m'ont donné confiance dans la parole, d'autres m'ont donné confiance dans l'expression corporelle, d'autres me donnaient confiance dans la valeur des arbres, de l'eau, de l'espace, de l'amitié, de la richesse, que la conscience peut se déployer. Voilà, je vous passe un certain nombre de représentations de cela. On peut ajouter encore d'autres oppositions entre valeurs nécessaires et culturelles, ce qui est processus et en même temps résultat. Et culturel, ce qui fait le lien entre matière et esprit. S'exprimer, en effet, c'est matérialiser. Se laisser imprimer ou impressionner, c'est d'être touché par un être dans sa puissance matérielle pour
développer en moi quelque chose d'infini qu'on peut appeler esprit. Je m'oppose ici complètement, avec beaucoup, à la classification entre patrimoine matériel et immatériel. L'expression culturelle, la vie culturelle, c'est d'être touché par la puissance des matières dans tous les domaines, qui sont sans lesquels nous ne pouvons pas vivre notre corporéité. Nous sommes matière, nous sommes choses. Et si nous ne pouvons pas vivre notre corporéité, nous ne pouvons pas non plus nous exprimer. Nous ne pouvons pas vivre notre spiritualité, c'est-à-dire notre capacité de saisir de l'universel, de l'infini dans le quotidien, et notre capacité de le partager. D'où cette définition dans la déclaration de Fribourg, l'expression identité culturelle est comprise comme l'ensemble des références par lesquelles une personne seule ou en commun se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. On peut remplacer la notion d'identité par celle de reconnaissance. Le processus d'identification est un processus de reconnaissance. Reconnaissance est une expression fantastique. C'est d'abord de la connaissance. Les droits culturels, c'est des droits de savoir. C'est la passion de savoir au sens de saveur, de pouvoir faire vivre tous ces sens, de pouvoir toucher cet infini qui est au fond de soi et tout autour de nous. Bref, de toucher. Mais c'est en même temps quelque chose qui se partage. J'ai besoin d'être reconnu dans cette capacité de savoir. Est-ce que c'est pas ça la source même de la dignité humaine? Chacun a le droit d'être reconnu dans sa capacité de connaître. Chacun a le droit de s'entendre dire « ton histoire m'intéresse ». Mais il ne suffit pas que tu le racontes n'importe comment. Il faut encore que tu arrives à en faire histoire. Il faut que tu arrives à l'exprimer. Il faut que tu arrives à la reconnaître pour être elle-même reconnue. Cette reconnaissance implique donc une connaissance, implique une réciprocité et bien entendu une temporalité. Nous sommes dans un univers entièrement dialectique où l'espace que vous avez vu tout à l'heure entre des valeurs opposées, les valeurs opposées, on n'a pas le choix de ces valeurs. On est obligé de vivre entre la vie et la mort. On est obligé de vivre entre l'un et le multiple, entre les autres et soi, etc. C'est la condition humaine. Mais c'est précisément plus ces pôles sont connus, plus ces pôles sont riches que entre vous avez cet espace de liberté. Mais un espace de liberté dans lequel on n'est pas simplement entre la droite et la gauche, mais on a comme ici dans le yin et le yang, on se love mutuellement dans les opposés. Ce ne sont pas, encore une fois, deux pôles qui seraient séparés et on serait un peu comme le poisson qui ne sait pas choisir entre la droite et la gauche. Ça peut arriver quand on est perdu. Mais plus profondément, quand on a la chance de comprendre l'importance d'une amitié, d'une communauté culturelle, et on voit que ça ne s'oppose pas à l'individualité, à la solitude, mais au contraire, comme l'une l'autre s'embrassent, se love mutuellement, se désirent mutuellement. Mais ça ne fait pas du gris, ça ne se mélange pas. C'est au contraire les contrastes qui augmentent, qui s'instruisent, qui s'appellent mutuellement, comme dans toute correspondance des couleurs. Et je reviens au cercle chromatique. Donc, ce qui nous intéresse à partir de cette dynamique, c'est-à-dire l'objet qui est commun, la référence culturelle entre le détenteur de droits et les porteurs d'obligations, entre vous et moi, entre nous et les choses. Et donc, qu'est-ce qu'une référence? En comprenant bien que toute référence n'est pas bonne. Donc, il y a des références qui tuent. Il y a des fondamentalismes de toutes sortes, pas seulement religieux, ils peuvent être politiques, ils sont idéologiques, on les trouve même dans les universités sous casquette scientifique, on les trouve dans des familles, on les trouve dans des entreprises, on les trouve évidemment dans toutes sortes de communautés. Donc des références qui sont étroites, qui enferment, qui font peur, qui discriminent. Donc, on pourrait dire qu'une référence culturelle de qualité est une référence ouverte, mais avec ça, on ne va pas assez loin.
La réalisation nécessite un cheminement qui permet au sujet de vivre librement une riche identification, reconnaissance culturelle tout au long de sa vie. Ce qui implique de participer. Nous avons posé en principe les droits culturels sont le droit de participer à des ressources culturelles. Participer, nous le déclinons maintenant à 3 niveaux. C'est accéder, là, tout le monde est d'accord, il faut accéder, il faut connaître des ressources culturelles. Et la politique publique, politique culturelle française, et un peu partout, c'est de donner accès à. Enfin, on suppose qu'on peut donner, il suffit de donner accès à. Mais pour participer, il faut aller évidemment vers la pratique. Il faut pratiquer. On donne accès à la peinture en pratiquant quelque chose de la peinture, pas forcément en copiant un tableau, mais peut-être il y a d'autres moyens. Et enfin, à contribuer. Donc il s'agit ici de s'approprier une ressource culturelle. Et pas seulement de la connaître, pas seulement d'aller au musée, mais d'arriver jusqu'à être pénétré par ce qu'on touche, d'être touché et de toucher au point où ça modifie quelque chose de sa perception, évidemment, et au point où ça libère son envie de créer, contribuer. Et il ne s'agit pas seulement d'être déjà un artiste confirmé ou un scientifique pour contribuer à une ressource artistique ou scientifique de qualité, ou d'être un chef étoilé pour contribuer à la cuisine. Non, un enfant à l'école, on va tout de suite lui demander de contribuer par son dessin, ou bien s'il fait dans une initiation scientifique de bonne qualité, c'est-à-dire aussi écologique, ou dans la forêt, il va apprendre à observer et à recueillir des écorces ou des insectes ou des herbes pour faire un herbier. Et à ce moment-là, il va contribuer à quoi? Au développement par une classe, par une communauté, de la connaissance de son environnement. C'est bien ici contribuer à une activité scientifique et apporter quelque chose qui n'avait pas encore été fait à cet endroit-là. Donc les ressources culturelles sont des savoirs. Les savoirs qui sont dans la forêt sont des saveurs. En latin, sapere, ça donne les deux sens, savoir et saveur, qui toutes accroissent le désir. Une ressource culturelle, c'est notre savoir. C'est fabuleux. Apprendre à écrire, évidemment, et à lire, eh bien, c'est apprendre à se saisir des livres, c'est apprendre à parler, à écrire avec d'autres, et donc c'est donner accès à une infinité de savoirs. Et cela est vrai pour tout. Vous êtes avec le droit culturel au cœur du développement potentiellement infini. Ça veut dire que la violation du droit culturel, au contraire, coupe cette possibilité de développement infini. Quand on dit infini, ce n'est pas pour rêver, ça veut dire d'abord indéfini, mais qu'on peut toujours apprendre davantage, qu'on peut découvrir un autre univers d'étonnement, d'émerveillement, de partage, de liberté, de jouissance. On aime bien ici le mot de jouissance parce qu'il est très sensuel. C'est quand les sens se répondent et ça implique une réciprocité, c'est un partage. Et en même temps, c'est un terme juridique. On va jouir d'un droit. Une référence renvoie donc à un savoir compris comme une œuvre. Le savoir que j'ai maintenant, c'est mon œuvre. Le savoir que vous avez incorporé, dont vous disposez, c'est votre œuvre. Mais ce savoir, on peut aussi le déposer dans une chose, dans un objet, dans un livre, un tableau, dans une activité comme un repas de famille, un repas entre amis, dans une maison qui implique aussi l'activité de l'habiter. On peut aussi le déposer dans une institution en créant son association, en créant une entreprise, en participant à l'institution publique qu'est la nation, ses lois, l'exercice de la citoyenneté. Voilà autant d'œuvres qui permettent de se référer. Ce lien entre une référence et une œuvre, je me réfère à un paysage c'est une œuvre, je me réfère à une tradition religieuse, je me réfère à une tradition scientifique, je me réfère à
une famille, donc en tant que communauté, et c'est une ressource. C'est cet ensemble-là qui est source et ressource de la jouissance des droits culturels. Nous pouvons à partir de là définir ce que c'est qu'une ressource culturelle de qualité. Elle l'est dans la mesure où elle instruit un espace d'interprétation. Je reviens à mes dialectiques identitaires de tout à l'heure. Il faut instruire le sens d'une communauté. Quand vous avez certains Français incultes qui voient rouge dès qu'on parle de communauté parce qu'ils forcément ils voient communautarisme et qui oublient qu'une famille c'est quand même une communauté culturelle et c'est pas parce qu'il y a des familles qui sont malades, des familles qui sont enfermantes, des familles qui peuvent être pathogènes, que toute famille est pourrie, hein, et qu'on peut se passer de ce lien fondamental de intergenre, de conjugalité, ce lien fondamental de filiation, ce lien fondamental de fraternité, sororité, ces trois liens fondamentaux qui constituent en gros l'idée de famille, quelle que soit son architecture, son développement, sa culture. Eh bien, on ne peut pas non plus imaginer qu'on développe une activité scientifique à l'extérieur de communautés scientifiques. S'il y a des communautés de partage où chacun va porter à autrui, aux autres, à une communauté ouverte, ses hypothèses de travail, ses résultats. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Il ne peut pas y avoir de développement individuel, personnel, sans développement mutuel, sans se soumettre au risque de la contradiction. Et pour cela, nous avons besoin de vivre ces oppositions avec le plus de qualité possible. Et donc, nous trouvons, comme l'a tellement bien montré Gaston Bachelard, le philosophe et épistémologue, dans l'espace des matières, dans la puissance de la terre, à la fois du repos et de la force, dans la puissance du feu, à la fois celui de la passion, de la brûlure et celui de la douleur, dans l'espace de l'eau, l'eau qui coule doucement, l'eau du ruisseau qui développe le désir du poème, comme l'eau de la tempête et de la force qui inonde, qui détruit. Et dans chaque intelligence des matières, on va découvrir quelque chose de la force corporelle, de la force sensible. Donc il s'agit d'instruire ces espaces d'interprétation comme des espaces larges, où beaucoup d'interprétations sont possibles, voire nécessaires. Mais ces espaces sont à la fois au milieu de chacun, c'est cet espace blanc que j'ai imagé tout à l'heure, au centre de soi, et en même temps dans les milieux au sein desquels nous évoluons. Donc au cœur et autour, les deux sens du mot milieu. Ces espaces sont intimes et en même temps sont liés à des communs. Je reviens à l'exemple de la langue que j'expliquais tout à l'heure, qui est à la fois intime et qui est d'autant plus intime que je suis capable de la partager. Alors une question que je me pose parfois dans les ateliers. D'après votre expérience professionnelle, validez-vous cette proposition? Une ressource culturelle est de qualité, dans la mesure où elle ouvre et instruit un espace de reconnaissance et de liberté d'interprétation entre des valeurs opposées. Un espace de reconnaissance et de liberté d'interprétation entre des valeurs opposées. Nous avons cette dialectique pratique que nous appelons le respect critique. Nous avons le droit de critiquer, mais à condition de le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire en respectant les positions. Nous avons le droit de critiquer, mais à condition de montrer la force de la position critiquée et de la respecter. C'est pas du n'importe quoi. Voilà, je vais arriver au bout pour donner la parole. Simplement ici, je vous montre qu'est-ce qui est porteur d'identité, de valeur et d'essence. Comme référence culturelle, ça peut être une personne, ça peut être une communauté, ça peut être une matière,
une forme explorée, un être vivant, un domaine culturel enfin avec ses disciplines, puisque c'est le domaine culturel qui me permet de partager avec une personne, qui me permet de partager dans une communauté, qui me permet de partager la recherche des matières, que ce soit sous forme artistique, sous forme scientifique, sous forme de culture de la vie quotidienne, dans l'habitation, dans le vêtement, qui me permet de partager la connaissance et la soif, de découvrir la force de tout être vivant. Une référence culturelle peut être définie alors comme un savoir approprié, incorporé, qui permet d'avoir accès au savoir porté par des personnes et des œuvres. L'espace de découverte et d'exercice dans le culturel, celui des réciprocités, d'où les communautés culturelles. Et voilà, donc, juste un mot sur cette notion de communauté culturelle que vous avez pu développer, je suppose, hier. Est-ce que c'est subjectif ou est-ce que c'est objectif? Une référence est une ressource. Elle devient valeur en fonction d'une estimation. Elle peut au contraire être niée, mésestimée ou surestimée. La reconnaissance des droits culturels implique que personne n'a le droit de dénigrer arbitrairement une ressource culturelle. L'obligation mutuelle est celle du respect critique. Donc on a une obligation de convivialité, mais qui n'est pas simplement de la tolérance, où chacun pense ce qu'il veut, ce qui serait purement relativiste. Ce qui est exigeant, puisqu'on a besoin de se critiquer pour aller chercher un peu plus d'excellence. Et je vais terminer par cette notion d'interculturalité. Nous avons travaillé, nous, sur la médiation culturelle en tant que médiation interculturelle ou comme intermédiation culturelle. Pourquoi? Parce que si je reprends mon cercle identitaire de tout à l'heure, ce n'est pas simplement à chaque fois des dialectiques différentes, mais elles font cercle, elles se composent mutuellement, elles interagissent mutuellement. Et donc, lorsque nous sommes en face de quelqu'un qui apparaît différent par la couleur de sa peau, par sa façon de parler, ou que sais-je, on va aller chercher ensemble et recueillir une quantité de diversité pour voir où ça match, où ça peut coller ensemble. Alors, je vais juste finir par la phrase dont je ne veux pas me séparer. Celle de Joseph Straczynski, le fondateur de l'ONG qui est ATD Quart Monde, qui est l'ONG pionnière dans l'analyse du développement des droits culturels pour les personnes en situation de grande pauvreté. L'action culturelle est effectivement primordiale. Elle permet de poser la question de l'exclusion humaine d'une manière plus radicale que ne le fait l'accès au droit au logement, au travail, aux ressources ou à la santé. On pourrait penser que l'accès à ces autres droits devient inéluctable lorsque le droit à la culture est reconnu. Vous remarquez le changement complet de paradigme. On passe du culturel qui est marginal, qui vient après, quand les besoins fondamentaux sont satisfaits, au contraire, à l'idée que la soif de savoir, la capacité d'être reconnu comme pouvant savoir, le pouvoir d'agir compris comme un pouvoir de savoir, a un effet de levier radical, inéluctable sur l'ensemble des autres droits humains. Je vous remercie et je vous écoute.